qu'on met en place des stratégies qui sont en symbiose, qui résonnent avec les attentes de nos clients et de nos prospects. Mais on a une conviction forte. Et donc, on ne change pas de braquet pour changer de braquet pour faire de la mode. C'est absolument pas comme ça qu'on fonctionne chez Edenred. Et ça nous amène une cohérence sur le marché qui est incroyable. Et moi, j'ai le sentiment d'être Jean-Claude Van Damme. Je fais un grand écart entre les plus de 100 salariés jusqu'à la moitié du SBF 120. Ouais. Et je pense que ces ingrédients-là nous permettent de faire un petit plat sympa et succulent. Bonjour, vous écoutez Vive la Vente, le podcast qui apporte des solutions simples à mettre en place pour booster l'efficacité de votre équipe commerciale. Depuis 2007, nous aidons les dirigeants et les patrons du commerce à renforcer leur force de vente en leur permettant de recruter de bons commerciaux, en formant leurs équipes aux méthodes qui marchent et en les aidant à se transformer commercialement et être plus efficaces avec de nouvelles méthodes de vente. 2 fois par mois, je reçois un expert de la vente pour profiter de son expérience et lui demander ses meilleures pratiques commerciales. Si Vive la Vente vous plaît, je vous invite à vous abonner et à nous laisser votre avis si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify. Bonne écoute! Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir François Allange, directeur national des ventes Middle Market France d'Edenred. Edenred, comme vous le savez sans doute, est une figure emblématique du ticket restaurant. C'est d'ailleurs eux qui sont les premiers à le lancer en France il y a plus de 60 ans. Aujourd'hui, Edenred est devenu un leader des services et moyens de paiement pour tous les acteurs du monde du travail. Ils ont presque 2 millions d'utilisateurs en France, 163 000 clients et beaucoup de nouvelles offres et solutions de paiement qui vont de l'alimentation à la motivation et la qualité de vie. François et ses équipes se chargent du middle market, soit les entreprises d'au moins 100 salariés, jusqu'au SPF 120. En plus de cela, François est un habitué de nos contenus. On a déjà eu la chance de le recevoir sur un webinar pour parler de prospection l'année dernière et sur l'une de nos conférences en novembre. Et aujourd'hui, dans ce podcast, on va revenir sur tous ces sujets et beaucoup d'autres. Mais d'abord, comment ça va, François ? Ça va très bien, merci Paul-Étienne. Comment va Edenred ? On a beaucoup de chance, ça va très très bien aussi. Oui. Vous avez fait une belle année 2023, une belle croissance, je crois. Oui, une année record. On enchaîne les records. On espère que ça va durer très longtemps. En tout cas, on se donne les moyens pour que ce soit le cas. Les orientations stratégiques prises par l'entreprise sont des orientations qui ont trouvé écho auprès du marché, donc c'est plutôt sympa. On va revenir sur toutes les méthodes que tu as mis en place pour assurer de tels succès dans ton scope et dans ton périmètre. Si je ne fais pas trop d'anglicisme pour commencer ce podcast, au programme de notre épisode, on va donc se poser les questions suivantes. Quelles sont les méthodes à mettre en place pour renforcer l'efficacité de ses collaborateurs, pour assurer une communication optimale entre ses équipes, et enfin comment développer finalement une machine commerciale convaincue par son produit et qui ne cesse de convaincre ses prospects. Pour commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton track record ? Comment est-ce que tu es tombé dans la vente, François ? Par hasard. Moi, j'ai fait partie de ces enfants qui, à 17 ans, savaient toujours pas quelle orientation ils allaient prendre. Donc, j'aimais bien les maths et donc j'ai fait à l'époque un doc de maths. Et à la fin de ces 2 années d'université maths physique, je trouvais toujours pas la voie que j'allais exploiter. Et donc je me suis posé un petit peu, j'ai rencontré du monde, notamment des conseillères d'orientation, et dont une qui était très très bonne, et me suis réorienté vers la vente. Et j'avoue que ça m'a beaucoup plu. Je suis pas tombé dedans donc quand j'étais petit, mais j'ai bien grandi dedans, oui. Donc tu es tombé dans la vente, on va dire, vers 20 ans et directement chez Edenred, si je ne me trompe. Non. J'ai d'abord pris un cursus d'apprentissage initial, puis après fait des cours du soir au CNAM. Pendant ce temps-là, j'ai travaillé dans une boîte qui j'étais chargé de trouver du travail pour des personnes en réinsertion dans une très très grande association de là où j'habitais, de la ville s'appelle Tourcoing. Il y aura beaucoup de dédicaces à Tourcoing normalement. Dans mes pitchs, il y a toujours des dédicaces à Tourcoing. Et donc j'ai travaillé, c'était une association qui remettait le pied à l'étrier d'à peu près 200 personnes, éloignées de l'emploi depuis plus de 2 ans. C'était un dispositif qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait le CAVA. Et je crois qu'ensuite, pour le coup, tu commences vraiment chez Edenred, il y a un peu plus de 20 ans, mais j'ai pas envie d'insister sur le sujet. Et je crois qu'à l'époque, ça s'appelait encore Accor Service, si je me trompe. J'ai même mon premier contrat qui est Accor Corporate. Puis après, très vite, on est passé à Accor Service. On était une filiale à 100% du groupe Accor. Et en 2010, on a senti poindre à la digitalisation. On a eu les effets du 11 septembre sur un groupe hôtelier comme le nôtre qui a été quand même assez particulier. Et donc, il a été décidé d'un commun accord de séparer les activités. Ce qui nous a permis aujourd'hui de renaître sous le nom d'Edenred. Edenred, le Eden étant l'acronyme de ce projet d'entreprise de l'époque qui voulait dire entreprendre différemment ensemble.
Et Red, parce que nous, c'est la boule Oui, bien rouge sûr, la boule rouge. que vous voyez sur toutes les vitrophanies dans les Que tout le magasins. monde connaît et qui était avant entouré par cette espèce d'arabesque bleue aussi, avant que même moi j'ai connu sur les tickets restaurants. Et de qui mes signifiait sur le tout premier logo ticket restaurant la tête d'un serveur parents. qui bougeait dans tous les sens parce qu'il savait pas où donner la tête tellement il avait de demandes. Eh ben, on en apprend sur les coulisses d'Edenred et justement, tu as connu tes premières expériences de terrain chez Edenred en management de vente grand compte pour des projets publics aussi, avec j'imagine, de beaux appels d'offres, de beaux cycles de vente complexes. Et tu as lancé ta propre business unit en Italie pour Edenred également. C'est assez passionnant. Ce qu'on a surtout fait en Italie, c'est qu'on a dupliqué un pan de notre activité en France sur les collectivités pour tester le marché italien. Les marchés français et les marchés italiens sont des marchés qui se ressemblent fortement, tant par la taille que par l'esprit global qui entoure la vente. Par la culture, j'imagine, de vente alors. Oui, l'approche est très intéressante. Moi, j'invite tout le monde déjà à avoir une expérience à l'étranger si c'est possible. Parce qu'on apprend beaucoup sur soi et on apprend beaucoup sur les autres aussi, ce qui nous permet justement d'avoir à notre arc des cordes différentes qui font de nous évidemment un vendeur le plus complet possible et pouvoir s'adapter aux situations. Et globalement, ce qui a été fait en Italie, c'est le développement de toutes les solutions à destination des citoyens. Parce qu'on fait aussi ça chez Edenred, c'est qu'on a des dispositifs qui ne sont pas uniquement pour les salariés d'entreprise, mais qui sont aussi pour les administrés d'une collectivité. Bien sûr. Donc, beaucoup d'expériences différentes. Tu as, entre guillemets, gravi tous les échelons chez Edenred, à mon sens. C'est quoi les enseignements commerciaux et les bonnes pratiques des premières expériences que tu as pu avoir, que ce soit justement quand tu as commencé sur le terrain, dans la vente grand compte, même en Italie? Donc, toutes ces bonnes pratiques-là que tu as pu conserver par la suite, que tu mets en œuvre au middle market. Tous ces parcours ont été jalonnés de managers qui ont été des managers qui m'ont construit. Donc il faut leur tirer je leur tire mon chapeau. En tout cas, je les remercie tous parce qu'ils ont contribué à faire de moi le manager que je suis aujourd'hui. Donc ça, c'est la première chose. Et c'est vrai que chez Edenred, l'esprit entrepreneurial était très développé et moi, je vibre à cet esprit entrepreneurial. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. C'est vrai que c'est une entreprise qui te permet des parcours de carrière qui sont assez sympas. Et pour le coup, quand il y a des opportunités, je les ai prises et ça a payé. L'élément assez fondateur, c'est que je suis entré au secteur public. On dénigre souvent cette vente. Moi, j'invite toutes les structures. Il y a des managers commerciaux qui nous entendent et qui parfois disent c'est complexe le secteur public. Non, c'est pas complexe, c'est structuré. Et ce qui est frustrant, mais à la fois qui est constructeur, c'est que c'est une avant-vente. Donc, ce qui m'a permis de performer dans mes années, c'est cette capacité à comprendre qu'il fallait que je sois très très fort en avant-vente. Puisqu'une fois que le cahier des charges est sorti, il n'y a plus de communication avec tes interlocuteurs. Voire peut-être même dans certaines situations, ce ne sont pas tes interlocuteurs qui sont les seuls décisionnaires. Bien sûr. Et donc... La préparation avant tout. Et donc préparation, précision et capacité à comprendre les besoins de ton client. C'est très intéressant et on n'avait pas encore parlé de ça, toi et moi, justement, de tout ce travail d'avant-vente qui est ultra important. On le dit dans la vente grand compte, il faut passer 3 fois plus de temps sur sa préparation que sur de l'éventuelle négociation ou même de l'interaction client lors du rendez-vous. Et justement, pour continuer un petit peu sur ces belles ventes qui demandent beaucoup de préparation, est-ce que tu saurais nous dire quelle a été ta plus belle vente ou une qui te reste plus particulièrement en tête? Je ne saurais pas te répondre à cette question parce que je ne vivre pas à la plus belle vente. Moi, je fais partie de ceux qui... mais même pour, dans notre jargon, on appelle des tickets jours. Même pour 20 tickets jours, je mets toute ma force. Okay. Et j'ai même un trait de caractère qui vise à dire que la conclusion finale, ça doit être une évidence. J'y prends pas beaucoup de plaisir. Ce qui m'intéresse, c'est tout le cheminement, l'innovation, les subterfuges que tu as mis en place pour obtenir un OK d'un client. Donc évidemment, j'ai fait des ventes à 60 millions d'euros et hier j'étais avec un collaborateur pour une vente à 200 000 euros, tu vois. Et j'y prends autant de plaisir dans les deux cas parce que celles-ci te permettent justement de mettre en exergue des stratégies d'approche qui à moi me font vibrer. Et je pense aussi que tu apprécies beaucoup la proposition de valeur d'Edenred et ce que tu as permis de construire autour de cette proposition de valeur toutes ces années. Est-ce que tu peux justement rappeler ce qu'est cette proposition de valeur en 2024 ? J'imagine qu'elle a un petit peu évolué aussi avec le temps. Beaucoup. Et ce qui est assez marrant, c'est qu'on a eu des cycles
et des anticipations de cycle qui ont toujours amené notre proposition de valeur en adéquation avec les besoins de nos clients. Tu vois, quand j'ai commencé dans le groupe, je vendais du ticket restaurant de façon singulière. Aujourd'hui, je vends de l'engagement de collaborateurs au sein des entreprises. On est vraiment un allié ultra fort des DRH pour travailler sur l'engagement de leurs collaborateurs de façon efficace et efficiente sur des niveaux d'impact ultra larges. Il y a très peu d'entreprises il y a beaucoup d'entreprises qui mesurent, qui prennent la température de l'engagement d'un de mes clients ou d'un de mes prospects. Moi aujourd'hui, avec mes équipes évidemment, et grâce au marketing et grâce aux services qui nous entourent, parce qu'un commercial il a tendance très souvent à mettre le bout de son nez en avant, sauf que sans les autres il fait pas grand chose. En tout cas c'est l'état d'esprit dans lequel moi je me positionne. Ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui nous on peut couvrir les besoins de répondre à l'engagement attendu par ses collaborateurs des collectivités et des entreprises de France. Très bien, je pense que tu l'as parfaitement résumé. Pour m'être bien renseigné, parce que vous proposez maintenant énormément de choses chez Edenred. Tu le disais, les tickets jours et les tickets restaurants, c'est pas du tout la seule partie de votre portfolio de propositions. Et c'est important, je pense, de le résumer efficacement comme tu l'as fait. Justement, avec cette proposition de valeur-là, c'est qui vos concurrents aujourd'hui? Qui peut représenter encore de la concurrence pour Edenred? Je vais faire une réponse de Normand. De Normand de Tourcoing. De Tourcoing, des Falampins. Des Falampins de Tourcoing, d'origine italienne. J'ai pas l'impression d'avoir une concurrence aujourd'hui qui répond à la même proposition de valeur que moi. Et je suis convaincu de ça. C'est-à-dire que je le mesure tous les jours. Et ce qui est assez intéressant, c'est que la façon dont on a positionné notre offre, dont on forme nos collaborateurs, dont on manage nos stratégies, le démontre chaque jour. Le démontre chaque jour. Et la chance qu'on a aussi, tout à l'heure je te disais, on a de la chance, c'est qu'on met en place des stratégies qui sont en symbiose, qui résonnent avec les attentes de nos clients et de nos prospects. Mais on a une conviction forte. Et donc on ne change pas de braquet pour changer de braquet pour faire de la mode. C'est absolument pas comme ça qu'on fonctionne chez Edenred. Et ça nous amène une cohérence sur le marché qui est incroyable. Tu vois, il y a 3-4 ans, on battait le fer de la perte du pouvoir d'achat des salariés. Oui, tu me l'avais dit, je me souviens très bien de ça. Et c'est aujourd'hui qu'on met un projecteur sur le sujet. Nos solutions sont conçues pour être utilisées. C'est quelque chose qui est dans notre ADN. Faire en sorte que le NPS user, le NPS des utilisateurs, pardon pour l'anglicisme, le NPS pour la satisfaction des utilisateurs, comme ça on a fait zéro anglicisme sur ce sujet, est quelque chose qui est crucial lorsqu'on monte une solution ou lorsqu'on fait évoluer une solution. Il est de combien en moyenne le NPS chez Edenred? Alors est-ce que tu as un petit peu de retour sur ce sujet-là? Il est à plus de 40% aujourd'hui. Très bon. Comment est-ce que vous faites pour justement être en avance sur les futurs besoins de vos clients? Est-ce que c'est beaucoup le marketing, la R&D? Est-ce qu'il y a finalement une telle prise sur le marché d'Edenred que vous êtes en capacité d'analyser et de prévoir aussi? C'est quoi la secret sauce? Enfin, pardon. C'est quoi l'ingrédient secret? Tu te souviens, je t'ai parlé des valeurs d'Edenred et je t'ai parlé de l'esprit entrepreneurial qui était une valeur cardinale d'Edenred. Qui est une souplesse assez inédite pour un groupe qui finalement pourrait sembler rigide pour beaucoup alors que justement pas du tout. Et il y en a d'autres, il y en a 4 autres, dont la simplicité, l'innovation et le respect. Et je pense que ces ingrédients-là nous permettent de faire un petit plat sympa et succulent. Pourquoi? Parce que c'est un travail d'équipe. Évidemment, on a un service marketing qui est ultra fort. Et donc qui pense des solutions, qui les fait évoluer, qui nous positionne sur le marché de façon intelligente. On a la force d'un groupe international. On ne se nourrit pas uniquement de ce qui se passe en France. Vous avez combien de parts de marché déjà au Brésil? Je sais que vous faites beaucoup. On est présent au Brésil. Je ne pourrais pas te répondre à cette question-là, je l'ai pas exactement. Mais par exemple, le Brésil, depuis les années 2000, a digitalisé ses titres restaurants. Nous, on a commencé en 2014. Du moins nous en 2013, en attendant un décret, on avait fait quelques petits tests, et le 2 avril 2014, on a pu enfin y aller franco, et c'est là où on a démarré. Le Brésil a un marché hyper prometteur pour vous, je crois, et pour d'autres acteurs du service et du ticket restaurant, mais il y en a d'autres. Tu étais en Italie, est-ce que vous êtes présent dans d'autres pays très porteurs? On est présent dans 45 pays dans le monde. Mais tu vois, par exemple, je viens de publier sur LinkedIn l'initiative qu'on met en place aujourd'hui au Cameroun,
à destination notamment de l'agriculture du café et du cacao, c'est quelque chose qui est insoupçonné aujourd'hui pour nos DRH parce que ça leur parle pas, ou pour nos directeurs commerciaux parce que ça leur parle pas. Mais on va accompagner là où il y a besoin des projets qui sont hyper sympas. On a plus de 250 programmes partout dans le monde. On a une capacité d'investissement en R&D qui est hyper importante, que ce soit au niveau national ou au niveau international. Donc on a là comme ça quelques retours d'informations qui sont assez intéressants. On a une autre aussi force parmi celles que je t'ai citées, comme ça j'en ai fait deux. Je t'ai dit la capacité à raisonner de façon internationale, le service marketing qui investit beaucoup et qui nous pond des solutions qui est assez sympa et qui sondent bien le marché. Il y a un autre élément qui est plutôt assez intéressant, c'est celui de cette capacité à respecter le son des uns et des autres. Toujours en lien avec les valeurs. Toujours en lien avec les valeurs. Toujours en lien. Donc on a un DG. Tu vois, j'étais avec lui hier. Il est capable d'entendre ce qui se passe sur le marché, ce qu'il évolue, et de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour demain être en symbiose avec ce dernier. Tu vois. Donc tout le monde a le droit à la parole, ce qui est plutôt assez sympa. Tout le monde vaut un. C'est un de mes credos. Et puis après on fait le tri évidemment. Mais globalement, on essaye de considérer ce qui nous remonte du terrain, que ce soit du centre de la relation client, que ce soit des commerciaux. Ou que ce soit des retombées des réseaux sociaux. Identifier les besoins clients avant qu'ils existent, c'est une force assez extraordinaire. On va essayer d'en comprendre encore plus les raisons et les ingrédients secrets dans la deuxième partie de ce podcast, donc on va commencer maintenant. On va rentrer un peu dans le sujet, dans le cœur de ta machine de vente. On va revenir un peu sur ton organisation. Moi, je commence à bien la connaître. Qu'est-ce que tu peux nous rappeler comment tes équipes sont organisées, François ? Oui. J'ai 3 équipes. 2 équipes de chasse, donc à destination des prospects, et une équipe qui développe mon patrimoine. C'est la plus grosse des équipes, elle représente à peu près 60% du nombre de collaborateurs. Et donc eux font de la rétention, de la migration, de la capacité à faire du upsell et du cross-sell auprès de nos clients. Vente transverse, vente additionnelle. Vente additionnelle, transverse, renforcement de partenariat, capacité à amener de l'innovation, qu'elle soit législative ou de solution. Donc on a là comme ça une force de vente qui répond à ces 7500 clients. Et ça répond bien. Et puis après, par contre, comme les rythmes ne sont pas les mêmes, j'ai 2 forces de vente qui s'adressent à 2 personnages principaux. La première, elle s'adresse au DRH. La deuxième s'adresse aux directeurs commerciaux et marketing pour vendre dans un premier temps les solutions à destination des DRH et dans l'autre, les solutions à destination des directeurs commerciaux et marketing pour faire de l'incentive et du reward. Et comme on a dit qu'on ne faisait pas d'anglicisme, pour faire de la récompense et de la stimulation. On essaye. C'est des cibles très prospectées, DRH, directeurs commerciaux. Les plus du monde extérieur. Voilà, on est conscient de ça aussi chez UpTo, puisque c'est absolument pareil. On en a déjà parlé quand on s'était penché sur la prospection, et j'ai envie qu'on en reparle un petit peu après. Mais j'ai envie de revenir sur l'identité de votre culture sales. On a parlé de quelques-unes de tes valeurs, de tes mots d'ordre aussi, 1 pour 1 et 1 pour tous aussi, je pense, chez Edenred. Le respect, l'innovation. Est-ce qu'il y a quelque chose qui fait l'identité plutôt de votre culture commerciale en particulier, en plus de cela ? L'esprit de conquête. Tu sais, tu disais, on est un leader. Un leader peut se faire rattraper. Oui, c'est même parfois ce qui arrive à beaucoup de leaders, oui. Donc, nous, on fait tout pour continuer à renforcer notre leadership et à créer les écarts avec les autres. C'est quoi les étapes et la durée de votre cycle de vente, généralement ? Sur mon segment de marché, alors comme tu l'as vu, hein, j'ai tendance à utiliser, moi, j'ai le sentiment d'être Jean-Claude Van Damme, puisque je fais un grand écart entre les plus de 100 salariés jusqu'à la moitié du SBF 120. Ouais. Donc, ce qui nous plaît beaucoup, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir des cycles de vente très courts et d'avoir des cycles de vente très longs. Mais si on fait la moyenne, grâce à mon CRM, si on fait la moyenne, on est à 3 mois sur mon segment de marché. Et ça a changé ou pas ? Non, ça reste assez stable. Ah oui, donc depuis 10 ans, c'est 3 mois en moyenne sur le... Oui, parce qu'on a des mastodontes qui, au regard des enjeux de guerre des talents, de marque employeur, accélèrent sur pas mal de processus. D'accord. Et c'est pour ça, j'allais te dire, comme vous avez tendance à aussi adresser de plus en plus de très beaux comptes aussi,
de grands comptes, malgré la segmentation de tes cibles. J'aurais eu tendance à croire que le cycle de vente s'était allongé, mais finalement, l'accélération de ces enjeux-là dans ces entreprises a fait que... Et le contexte conjoncturel nous aide à maintenir ce KPI. Intéressant, j'espère qu'on pourra revenir sur ce contexte un petit peu. On parlait tout à l'heure de votre prospect type et des fonctions de vos prospects types. En termes d'entreprise, c'est quoi votre ICP ? Est-ce qu'il y a des entreprises types ? Je sais que vous avez de très beaux clients, on en a parlé en préparation de ce podcast, et vous en signez beaucoup de nouveaux aussi, par exemple dans l'alimentation. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Ce que l'on mesure, c'est que nos NAF favoris, donc nos secteurs d'activité favoris, évoluent dans le temps. Et donc on arrive comme ça à avoir évidemment sur certains pendants de notre activité des demandes supplémentaires versus les années précédentes. Mais pour le coup, les personnes que l'on contacte principalement, ce sont les DRH. Tu disais très justement, ce sont les personnes les plus sollicitées par le monde extérieur dans une entreprise. Les plus prospectées en France. Oui. Et donc, ce qu'il faut, c'est être en capacité de sortir du lot lorsqu'on prospecte une cible qui n'a pas le temps d'être prospectée. Et moi, si on n'est pas à l'heure des conseils, mais le credo qu'on tâche d'appliquer, c'est toujours de trouver les bénéfices à notre interlocuteur. Et ça, je pense que c'est important. Il y a une culture du pitch, qu'on a d'ailleurs copié, nous, de la culture de la start-up, mais on essaye de faire en sorte que ce soit un pitch qui puisse avoir, à un moment, l'accroche personnalisée pour notre interlocuteur. J'avais fait un webinaire sur la vente grand compte avec un super vendeur de Snowflake qui s'appelle Jessim Karid et qui nous disait il faut que votre interlocuteur ait le sentiment que le mail ne peut s'adresser qu'à lui. C'est pas juste rajouter le prénom, le nom et peut-être quelques enjeux. Vraiment, le mail ne doit s'adresser qu'à lui. Est-ce que tu as des conseils justement pour les commerciaux et les directeurs commerciaux qui nous écoutent pour mettre en place des méthodes qui favorisent la personnalisation de leur prospection ? Oui, déjà la préparation. Toujours. Dans un bouquin que j'ai lu il y a quelques années, c'était 50%. Le match se gagne dans le vestiaire. Donc 80%, je pense, de notre réussite, c'est notre capacité à nous avoir préparés. Attends, c'est The Challenger Sales dont tu parles ? C'est pas ceux qui font et qui vous font perdre des millions ? Ah, c'est peut-être le bouquin of tout, c'est moi qui dis ça en plus, terrible. Et donc, globalement, on a beaucoup travaillé sur cette préparation-là. Je pense que tu dois avoir aussi des commerciaux qui soient des commerciaux vendeurs. Hein. La vente, c'est simple, mais c'est à la fois quelque chose de très compliqué et qui a une part d'inné qui est importante. C'est beaucoup de technique. Je pense pas que ce soit, mais il y a aussi une petite part d'inné. C'est pour ça recruter avec chercher chez vos interlocuteurs lorsque vous recrutez des interlocuteurs qui vont amener de la lumière dans leurs interactions. C'est pour moi très important. Parce que je pense aussi que une des clés de réussite, c'est qu'on a confiance. On a confiance au groupe parce qu'il est solide, il est costaud, il gagne de l'argent, il est rentré au CAC 40. Donc on a confiance en Edenred, mais on a aussi confiance en son interface, à savoir le commercial qu'on a face à soi, qui répond à mes attentes, qui comprend mes besoins et qui m'amène des bénéfices dans mon quotidien. Et ça, c'est pour moi très important. Et quel que soit le segment de marché, chez Edenred, que tu sois au grand compte, que tu sois au secteur public, que tu sois au middle, ou que tu sois même à la vente à distance, on l'a tous compris. Et c'est insufflé par nos managers. Beaucoup de motivations, beaucoup de verticales différentes. Comment est-ce qu'on renforce l'efficacité ? Comment est-ce qu'on met l'accent sur l'efficacité de ces sales ? Tu fais comment pour piloter cette efficacité chez tes collaborateurs ? Est-ce que c'est devenu un sujet aussi récemment chez vous, comme ça peut l'être devenu chez d'autres directeurs commerciaux et dans d'autres forces de vente ? Je te parlais des managers qui, au fil du temps, m'ont structuré. Moi, ça a toujours été un sujet. C'est-à-dire que c'est pas un sujet nouveau chez Edenred. Je me définis comme étant un ayatollah du CRM. Mes équipes savent, j'aime pas Excel. Donc on me fait rien sous Excel. Moi, on me fait tout dans le CRM. On a un super CRM. Ça coûte un bras à une entreprise, un CRM. Donc on doit respecter son investissement. Vous avez quel CRM ? On a Salesforce. Très. Et moi, ça me permet en 3 clics de piloter la masse. Et ça permet à mes managers d'avoir un niveau de granularité encore plus bas et donc de monter des plans d'action personnalisés ou des plans d'accompagnement aux collaborateurs personnalisés ou de remonter une information au marketing visant à dire qu'il nous manque ceci, il nous faut cela. Donc ça, c'est plutôt assez important. Ou même de modifier nos approches commerciales. Donc data précise, complétude dans le CRM qui est hyper importante et capacité à rebondir sur les enseignements mesurés par cet outil, c'est quelque chose.
qui a toujours été dans l'ADN d'Edenred et dans l'ADN de l'esprit de conquête qu'on souhaite avoir. Comment est-ce que vous faites en sorte que les bonnes pratiques des meilleurs commerciaux arrivent à atteindre les autres commerciaux qui forcément n'ont peut-être pas... Comment est-ce que tu transformes tes excellents commerciaux en courroie de transmission de leurs propres bonnes pratiques? Alors déjà, on a très souvent du parrainage ou du mentoring quand tu as un nouveau qui arrive. Vous avez un onboarding assez développé chez Edenred. Ouais, Combien de temps? Tu vois pas un client avant 5 semaines. Oui, c'est ça, c'est énorme quand même, c'est pas mal. Tu vois pas un client avant chaque semaine. L'occasion pour moi de tirer mon chapeau à l'équipe de formation parce que c'est un gros boulot de leur part. Tu t'en as parlé sur LinkedIn il y a quelques mois. Ouais, tu te souviens? Et ben oui, parce qu'on se rend pas compte, mais c'est un travail de l'ombre. Mais si il fallait donner une image, c'est des fondations hyper importantes pour monter un building hyper pro. Notamment dans une boîte avec beaucoup d'enjeux de contexte, de secteur de marché, avec, on va dire, de la réglementation à connaître aussi. Oui, quand tu fais de la stimulation et récompense et que tu dois parler du régime fiscal autour de la gratification, il faut que tu aies un petit vernis sur le sujet. On n'est pas un cabinet fiscal et on ne veut pas l'être, mais par contre, on ne veut pas envoyer nos clients ou nos prospects vers des problématiques fortes avec un organisme qui s'appelle l'URSSAF, ça n'aurait pas de sens. Ouais. Il faut avoir une certaine expertise, évidemment. Clairement. Mais aussi parce que les enjeux changent. Donc tu vas être en capacité aussi de pas avoir des poulets en batterie, mais bien des collaborateurs qui réfléchissent et qui essayent s'adapter à la situation. Donc ça c'est plutôt quelque chose qui est important. Tu parlais de comment est-ce qu'on fait pour amener tout le monde à un niveau élevé. C'est que on croit en l'intelligence collective. Et une bonne partie du management est conçue pour qu'on développe l'intelligence collective. On n'aime pas l'individualisme à outrance, on n'aime pas ceux qui se construisent contre l'autre. Donc on travaille beaucoup sur ces sujets-là. Et on a un système de parrainage et de mentoring, et ce système de parrainage et de mentoring leur permet justement de donner l'exemple, d'avoir un tuteur exemplaire à un nouvel arrivant qui soit autre que son patron. Et puis après, il y a une autre force qu'on a aussi dans notre organisation, c'est qu'on a notamment un ratio entre manager et managé qui est de 1 à 6 en moyenne. Donc ça te concède la possibilité d'avoir des équipes à ta taille et de pouvoir les accompagner du mieux possible. C'est quoi? C'est 1 à 5 pour... 1 à 5 pour le patrimoine et 1 à 7 pour la chasse. Effectivement, donc 1 à 6 en moyenne, ce qui est évidemment un accompagnement quand même assez personnalisé, de proximité, comme celui que vous avez avec vos clients. C'est intéressant de voir comment est-ce que vous pouvez partager vos bonnes pratiques, et notamment de manière asynchrone, puisque maintenant le télétravail a quand même pas mal augmenté. Mais après, on pourra reparler d'un truc qui te tient à cœur. Je sais qu'on en a déjà parlé, c'est les rendez-vous terrain qui convertissent beaucoup plus. Est-ce que tu arrives justement à montrer, entre guillemets, l'exemple de la data sur ce sujet-là? Et je vais pas dire ramener tes commerciaux sur le terrain, mais justement à renforcer la présence de tes commerciaux sur le terrain. J'ai 2 fois plus de chances de gagner lorsqu'il y a eu un rendez-vous terrain. C'est ce que tu m'avais dit, j'avais envie qu'on soulève ce sujet-là. Et alors comment est-ce qu'on les... On leur dit ça bien sûr. Et que... Déjà on leur montre, ils le mesurent. Et on conteste pas les rendez-vous en visio, bien au contraire. Quand tu as un territoire qui est important, quand tu veux aller vite, quand tu veux faire juste un R1 ou un check-up, ça sert. Par contre, tu ne négocies pas en visio. Tu ne creuses pas ou fais le rendez-vous qui vise justement à ce qu'il se passe quelque chose d'important pour faire basculer ton prospect ou ton client vers toi. En visio, ça n'existe pas. C'est très compliqué. Et on a et statistiquement, et on a quand même depuis la visio, depuis la Covid, quelques années maintenant de statistiques, et notamment de sortie de Covid à maintenant, on a un taux de réussite 2 fois plus important lorsqu'il y a eu un rendez-vous physique. C'est vraiment hyper important comme statistique, et je sais que je vais l'utiliser dans de futurs podcasts, donc je te remercie. Et en préparant justement cet épisode en particulier, on a parlé d'une méthode que vous avez pour rester assez agile. C'est intéressant parce que je trouve qu'il y a pas mal de leaders dans leur marché, d'entreprises qui tiennent le haut du pavé, comme je le disais un peu plus tôt. Je pense par exemple à Adobe, Orange, qu'on a reçu sur le podcast, qui veulent cette agilité et conserver cette souplesse entrepreneuriale-là, cet esprit, pas start-up, mais on va dire vraiment, agile. Vous avez une méthode qui s'appelle la MAM, M-A-A-M. Est-ce que tu peux revenir là-dessus pour nous? Alors, globalement, la MAM, c'est l'acronyme de Meeting Agile Method. Globalement, très longtemps, on a aussi drivé le KPI du rendez-vous, le nombre de rendez-vous.
Seulement, chez Edenred, on a aussi la volonté, par exemple, quand tu signes un dossier, d'accompagner le client, de faire accompagner le client par le commercial qui a vendu la solution. Et donc ça te prend un peu de temps quand même. Et cette bande passante-là, tu peux pas la mettre à aller voir un prospect ou tu peux pas la mettre à aller voir un rendez-vous. Et puis après, on s'est aussi rendu compte, il y a certainement des personnes qui nous écoutent, qui doivent de temps en temps, ça va certainement leur faire sourire, c'est que quand tu mets la pression sur le rendez-vous, tu peux avoir un travers qui est plus augmenter l'activité, mais augmenter l'activisme. Et donc, moi, je veux pas augmenter l'activisme. Mon objectif en tant que manager d'une force commerciale, c'est d'augmenter l'activité. Et donc, on a mis en place une méthode qui vise justement à donner des points sur le nombre de rendez-vous R1, le nombre de rendez-vous suivants, les devis et les signatures. Et donc, ils ont une moyenne de points à réaliser par semaine, pas mal. qui se comptabilise au final par trimestre et qui est un challenge inter-équipe. D'accord, renforcer la conversion. Renforcer la conversion. Faire du rendez-vous pour faire du rendez-vous et leur faire monter dans une bagnole, faire 2 heures de route, être dans les bouchons parisiens, avoir du stress. Pour avoir du stress, ça sert à rien. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je vois la bonne santé mentale de mes collaborateurs. On n'est jamais si fort que quand on est frais en réalité, quand on est commercial. Qui a jamais mieux signé que quand il a déjà fait son objectif? C'est tout le monde. Donc globalement, ce qu'on veut, c'est les mettre dans des dispositions de fraîcheur importantes, de comptabiliser toute leur activité et d'être en mesure justement de les challenger versus leurs confrères. Très bien. Edenred a aussi une posture de prix assez élevée sur son marché. C'est ça aussi qui fait la force de votre produit. Tu m'avais dit que ça nécessitait d'y croire et de rester convaincu. Comment est-ce que tes collaborateurs défendent votre valeur ajoutée? Quels sont les arguments? Alors déjà, elle n'est pas élevée, elle est juste. Dans le sens où, dans notre modèle économique, il y a deux personas qui contribuent au modèle économique d'Edenred. Nos clients et le réseau de partenaires marchands qui acceptent nos titres. Si tu fais pas payer à ton client son juste prix, tu vas mettre sous l'eau les restaurateurs, les boulangeries, les petits commerces qui t'entourent, parce qu'il va bien falloir à un moment qu'on retrouve un niveau de rentabilité normal pour une entreprise comme la nôtre. Et donc on trouve chez Edenred qu'il est juste d'équilibrer ce que payent nos clients et ce que payent nos réseaux de partenaires marchands. Et en plus, c'est un budget qui est très faible dans le sens où ce qui est important dans nos solutions, c'est le budget que l'entreprise met sur la table et qu'elle partage à ses collaborateurs. Ce ne sont pas les frais de gestion d'Edenred. Donc globalement, c'est pour nous très important que cette valorisation-là existe dans l'ensemble de nos rendez-vous. Donc ça, c'est une première des choses. Et comment est-ce qu'on l'en fait D'aucuns te diront, parce que maintenant c'est une phrase qui ressort de la part de mes collaborateurs, d'abord le prix c'est un état d'esprit. C'est-à-dire que si tu crois pas en ce que tu fais, c'est même pas la peine de l'annoncer. Après, il faut accompagner tes collaborateurs à se former sur le sujet parce que c'est important qu'ils comprennent comment le pricing est monté et quelle valeur il amène à ton propre client, parce qu'on fait du prix pour pouvoir répondre à des problématiques clients. On ne fait pas du prix juste pour s'en mettre plein les fouilles. Il y a aussi des logiques derrière. D'être rentable, de pouvoir assurer, comme tu le disais, de toute façon l'activité auprès de tous les acteurs que vous voulez adresser. La technologie qu'on utilise, il y a personne qui l'utilise. Si la cybersécurité, personne n'y pense, mais jusqu'au jour où ça t'arrive. Donc tu vois, tu as derrière à des prix des choses qui se cachent, qui sont des choses structurelles, et donc on amène nos collaborateurs à le comprendre. Et puis après, on accompagne aussi nos collaborateurs auprès de clients, si toutefois c'était incompris. Mais globalement, pour nous, ce qui est très important, c'est cet équilibre entre ce que paye notre client et ce que paye le réseau acceptant de partenaires marchands. Clair et net. J'ai relevé quelque chose en préparant cet épisode et en plus on en avait discuté toi et moi il y a quelques semaines. C'est l'engagement collaborateur sur LinkedIn. Vous faites partie d'une des sociétés, je vais même le préciser, vous faites partie du top 10 des sociétés qui sont le plus mentionnées par leurs salariés sur LinkedIn, et je parle d'un classement proportionnel. Est-ce que vous avez mis en place des bonnes pratiques pour que vos commerciaux publient sur LinkedIn? Est-ce que c'est quelque chose qui est, on va dire, méthodologiquement encouragé chez Edenred? Oui, c'est quelque chose qui est important pour nous. Moi, je pense qu'il trouve sa source dans la fierté qu'ont les collaborateurs d'Edenred à travailler chez Edenred.
Est-ce que vous leur donnez des éléments de langage? On a des plateformes de contenu. Ouais. On leur laisse aussi la possibilité de créer leur propre contenu. On leur demande de évidemment se coller à des éléments de langage qui sont des éléments de langage qui sont propres à l'entreprise et à la proposition de valeur. On est une boîte cotée, hein, donc c'est aussi pour nous très important. Bien évidemment. Ils ont tous conscience que LinkedIn, c'est pas un outil uniquement perso, c'est aussi un outil de vente. Bien sûr. Donc, et on arrive comme ça à avoir des belles réussites. Et pour le coup, le SSI, tu vois, moi, une fois par an, dans ma réunion de manager, je demande où ils en sont sur leur SSI et on fait des courbes de progression. Et tu devrais voir les progressions. J'en ai un en tête, j'ai un manager qui est passé du top 33 au top 3, quoi, en un an. Ouais. Et j'imagine en se reposant beaucoup sur du social selling, évidemment. Et toi, tu le pratiques aussi beaucoup et vous avez de bons supports puisque Edenred, dans sa représentation publique, justement, a réussi à afficher un côté plutôt souple et cool avec la dernière campagne de publicité que vous avez fait. Est-ce que ça contribue aussi au fait que vous êtes en mesure de partager du contenu, cet alignement souple du marketing avec finalement cet esprit un petit peu, on va dire, de conquête? Tu vois, on parlait de fierté. On est tous très fiers de cette nouvelle campagne. Penser pour être dépensé, je trouve que ça a positionné Edenred là où il doit être positionné. Moi, je trouve ça très très bien. En plus, je la trouve comique. Elle est différente de toutes celles qui existent. Elle confère aussi, ou elle rappelle plutôt à l'ensemble des utilisateurs potentiels et des financeurs potentiels le positionnement d'Edenred. Donc ça, c'est plutôt bien parce que mon métier est passé d'une relation B2B exclusive à une relation B2B2C, voire parfois B2C2B. Donc tu vois, en fonction des produits, en fonction des demandes, en fonction des contextes. Et donc ça, c'est plutôt assez sympa. Elle a donc mis évidemment un coup de projecteur sur les réseaux. Mais si on devait faire demain un podcast chez Edenred, tu verrais que les affiches sont placardées un peu partout. Les journaux qui sont sortis sont encore présents sur les tables. C'est les collaborateurs qui les ont achetés et qui les ont un peu positionnés partout. Moi, je trouve ça super. On va continuer de parler de vos forces, notamment évidemment cette fierté bien sûr de faire partie d'Edenred. On va continuer de tirer les conseils qu'on peut tirer de toutes ces valeurs ajoutées là, de ce qui fait vos forces, en parlant notamment d'autres choses, votre service client. Peut-être sur lequel tu as moins finalement de contrôle, mais je suis curieux d'avoir ton point de vue. Selon un classement des Échos, vous êtes numéro 1 du service client. Comment est-ce que vous faites la différence lorsqu'il s'agit justement de ce service client? Alors déjà parce qu'on a les bonnes personnes, les bons managers qui sont à l'écoute du marché. On parlait d'écoute tout à l'heure, on parlait de capacité à capter les besoins des clients. Notre service ne s'arrête pas à la vente, hein. Notre service s'arrête aussi, du moins notre service continue après une vente et vise justement à accompagner des clients vers une satisfaction la plus élevée. Nos collaborateurs, tu vois, on parlait de Salesforce et de CRM. Nous, on a la jauge de NPS sur nos collaborateurs. On a une collaboration hyper importante avec les personnes qui s'occupent de la satisfaction client au sein du centre de la relation client. Il y a très longtemps, on avait compris l'intérêt, donc on est élu service client de l'année. C'est pas quelque chose que tu payes, hein, c'est 250 tests qui sont réalisés pendant quelques semaines pour mesurer la force de ton service et on en est encore le lauréat cette année, donc c'est quand même quelque chose qui est plutôt ancré chez nous. Et puis moi je considère que le centre de la relation client, il est du même côté de la rive que le commerce. C'est-à-dire qu'on doit être main dans la main. Bien sûr. Et donc, on a la chance d'être bien accompagnés. Ils ont réussi leur transformation. Pas simple aussi. On parlait de l'hybridation du temps de travail. On est en plein dedans. On parlait du lendemain. Nous, on avait un accord de télétravail avant la Covid. La Covid est arrivée. Ils étaient tous chez eux. Donc tu vois, ces programmes de transformation, ils existent aussi sur les autres services et notamment au centre de la relation client. Et puis le centre de la relation client, c'est quelque chose que tu dois valoriser dans une entreprise. Tu sais pourquoi ? Parce que c'est la pérennisation du travail des commerciaux. Et puis surtout, tu n'appelles jamais un service client pour lui dire que tu as fait un bon travail. Quand tu l'appelles, c'est qu'il y a un problème. Oui, donc il faut absolument que ça se passe bien. Donc on a tous l'obligation au sein d'une entreprise de rappeler et de valoriser le travail de son centre de la relation client.
On parlait d'hybridation du temps de travail et justement un quart des PME ETI estiment que l'absentéisme a augmenté en 2023. Ça, je l'ai récupéré directement dans ta communication personnelle sur LinkedIn puisque évidemment Edenred cherche à contribuer à ça. À ton niveau, chez Edenred, dans ton scope, quels sont les recos, les leviers pour motiver et pérenniser ces commerciaux? Alors, avant toute chose, il faut que tu saches que moi, j'ai jamais demandé à un collaborateur qui sortait de rendez-vous à 16 heures, qui était à 20 minutes de chez lui versus 1h20 du siège, de rentrer au siège. Donc, nous, on a toujours rappelé à nos collaborateurs que le télétravail, c'est bien, mais ça m'empêche pas d'aller en rendez-vous. Ça n'empêche pas de travailler en soi. Ça ne veut pas dire c'est visio à 100%. Oui. Donc, et mes collaborateurs ont tous compris l'intérêt. On parlait de la force de la data. Quand tu leur expliques que tu as 2 fois plus de chances de signer, donc 2 fois plus de chances de gagner de l'argent, si tu as au moins sur le rendez-vous crucial un déplacement physique, normalement ça suffit à ce qu'ils comprennent l'intérêt de pouvoir y aller. On a sanctuarisé des jours. Par exemple, en fonction des équipes, on a des jours où on fait des OP phoning tous ensemble. Et donc là, c'est des jours obligatoires au bureau. Et c'est le jour obligatoire au bureau. On profite dans la demi-journée qui reste de faire les réunions équipes. On a une forte culture d'entreprise, on n'a pas envie de la perdre. Et c'est pour nous très important de continuer à ce qu'il y ait cette capacité à travailler ensemble, à s'apprécier, à échanger et à performer. Une émulation de la force de vente. Est-ce que vous avez ça dans d'autres équipes, pas que les commerciaux? Oui, franchement oui. C'est vrai que je te parle beaucoup de mon équipe parce que j'en suis le référent, mais c'est quelque chose que tu retrouves dans bon nombre d'équipes, oui. Et puis après tout, vive la vente aussi, bien sûr. Vous avez mis en place un management de proximité qui est plutôt impressionnant, on en parlait tout à l'heure, un manager pour 7 salariés en moyenne ou 6 salariés si on améliore à fond. Quelles sont les qualités que tu recherches chez un manager commercial? On a souvent ce débat, est-ce que un très bon commercial fait un bon manager? Qu'est-ce que tu en penses et qu'est-ce qui fait un bon manager commercial? Pour moi, un très bon commercial ne fait pas un bon manager. La première qualité que je recherche chez un manager, c'est l'altruisme. Parce que avant, il faisait et demain, il fait faire. Ouais. Donc ça demande quand même des raisonnements un peu différents. Et après, c'est cette capacité à conceptualiser les choses pour les expliquer simplement aux autres. Pour moi, c'est très très important. Et évidemment, empathie, positif, écoute, l'expertise, moi je trouve ça plutôt bien. Il y a des qualités communes, mais il y en a d'autres qu'on ne trouve pas forcément chez un excellent commercial. Clairement. Et je pense que c'est une erreur que de promouvoir ton meilleur commercial manager s'il n'en a pas les qualités. Oui. Il peut faire des grabuges en réalité. Moi, toute mon organisation repose sur ma pierre angulaire, c'est mon manager de proximité. Ce sont mes managers de proximité. On les appelle les directeurs régionaux des ventes. Chez moi, tout repose sur eux. C'est eux les courroies de transmission. Voilà. Donc, si j'ai une courroie de transmission qui est triangulaire, elle va me faire avancer différemment que les autres. Si j'ai que des égoïstes, je vais pas avoir d'intelligence collective dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour moi, c'est très important d'avoir des courroies de transmission fortes. Et pour autant, pas forcément qu'ils se ressemblent. Parce que j'ai pas besoin que tout le monde soit François dans mon équipe. Au contraire, j'aime les profils différents. Et j'aime des profils complémentaires pour qu'on aille toujours plus loin dans ce qu'on recherche, à savoir performer. Et on ressent que tu prônes ce que toi aussi tu as eu la chance d'avoir dans ta carrière, c'est-à-dire des bons managers aussi de proximité. C'est ce qui change aussi les motive au quotidien. Et on parlait de l'onboarding tout à l'heure, le management évidemment en fait partie. 5 semaines, c'est une durée assez impressionnante. On le disait, c'est un peu dû au contexte aussi, à la réglementation également. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur ce que vous faites apprendre à vos nouvelles recrues pendant ces 5 semaines en quelques points? Oui, produits, solutions, culture d'entreprise. Pitch. Il y a un concours de pitch d'ailleurs. Lors de l'onboarding ? Ouais, tous les onboardés concours et présentent leur pitch au reste de la DIRCO. Et puis après, il y a beaucoup de mises en situation. On fait partie de ceux qui pensent que l'apprentissage descendant, c'est bien, mais ça a sa limite. À un moment, celui qui reçoit l'information doit être en capacité de nous montrer qu'il l'a digéré et qui est capable de restituer et d'y mettre sa patte.
L'autre chose aussi, c'est qu'il y a ce parcours d'onboarding, mais c'est pas fini après l'onboarding. Il y a ce parcours de vente et c'est pas fini après la vente. Mais il y a ce parcours d'onboarding, c'est pas fini. Il y a des vrais processus de formation continue dans la vie d'un collaborateur chez Edenred. Et de plan de carrière, puisque comme tu le disais tout à l'heure, c'est aussi la manière de pérenniser ces commerciaux, de leur proposer un avenir vraiment bien établi et avec des chemins différents, que ce soit manager ou très bons commerciaux, comme on le disait. Il y a une importance assez forte sur la technologie pour ce faire maintenant, pour que les commerciaux puissent se former de manière asynchrone. On parlait de l'hybridation du travail qui joue évidemment un rôle important là-dessus. Comment est-ce que tu définirais l'importance de la technologie chez vous? Et pour préciser encore plus ma question, c'est quoi les outils indispensables pour les commerciaux chez Edenred? Le téléphone, je le sais ce que tu vas me dire, mais Salesforce aussi. Est-ce qu'il y en a d'autres? Oui, Tu sais, on parle de Gong, de Mojo, on parle d'automatisation avec Zapier, on parle de beaucoup de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des outils comme ça que tu recommandes? Oui, on a pas mal d'expérimentations en cours. On n'a pas encore trouvé chaussures à notre pied. On s'interroge même à définir nous-mêmes l'outil finalement, parce qu'aujourd'hui tu peux le faire. J'oublie pas, je sais on en a déjà beaucoup parlé, mais je le redis, hein, l'outil reste l'outil. C'est-à-dire, moi, tu peux me donner le meilleur pinceau et la meilleure peinture, je suis pas Léonard de Vinci, quoi. Ouais. Donc, pour nous, ce qui compte beaucoup, en tout cas pour moi, ce qui compte beaucoup, c'est l'utilisateur de l'outil plus que l'outil. Et vous avez aussi un petit peu implémenté de l'IA. C'est quelque chose dont on a parlé, toi et moi, auparavant, même à côté de nos contenus, parce que c'est très intéressant pour beaucoup de forces de vente. Comment est-ce que vous essayez d'implémenter, vous qui tâchez de rester en avance au maximum, un peu d'IA dans vos process commerciaux? On l'utilise sur les prépas de rendez-vous, par exemple. On l'utilise sur les campagnes d'appel. On l'utilise sur cette capacité à faire du social selling intelligent. Donc oui, on utilise l'IA à tous les niveaux. Et on utilise l'IA même dans nos propres outils. Hein. Tu sais, quand tu as une marketplace, tu as aussi cette possibilité-là de faire en sorte que l'utilisation auprès des utilisateurs soit la plus optimale possible, parce que ça leur sert, c'est des cadeaux qu'on vend, donc c'est qu'ils utilisent ces cadeaux-là. Donc oui, à l'instar de toutes les entreprises modernes et qui savent s'adapter à leur temps, on utilise l'IA. En parlant de temps, le nôtre est presque écoulé, il me reste plus que 2 questions. Est-ce que tu pourrais me dire ce que tu dirais dans le cadre un peu d'une sorte de conseil flashback, ce que tu dirais au commercial que tu étais quand tu as commencé dans la vente? Si tu pouvais te donner un conseil il y a 40 ans, quand tu as commencé justement, non pas chez Edenred en tant que commercial terrain, mais justement plutôt dans ton cabinet de recrutement et de réinsertion, est-ce que tu aurais un conseil à te donner? Le premier conseil qu'on m'a donné, c'est reste toi-même et trompe-toi. Le droit à l'erreur. Ouais. Et ça m'a accompagné, ça m'accompagne encore aujourd'hui. C'est-à-dire que je ne pense pas avoir la science infuse. Je pense que l'empirisme fait aussi partie de notre parcours d'apprentissage. En tout cas, si tu te trompes, c'est que tu t'es engagé. Donc si tu t'es engagé, c'est que tu as appris. Donc globalement, je pense que c'est un des meilleurs conseils qui m'a été donné dans ma jeune carrière. J'ajoute aussi, parce que c'est un conseil que moi maintenant je prône à mes collaborateurs, parce que je fais partie d'une génération qui a un peu changé, hein. On a une nouvelle génération qui va bientôt qui est en 30 et qui va nous diriger. C'est passionne-point en toi d'y trouver un plaisir immense. Il faut prendre du plaisir. Oui, mais je pense pas que si on te le dit, tu vas en prendre. Mais toi, si tu te passionnes, je suis sûr que tu vas en avoir un immense. Et ça, pour moi, c'est important. Donc ça, c'est un conseil que je donne aujourd'hui à mes nouveaux entrants. Très bien. Est-ce que tu as 2 ou 3 outils ou livres à recommander à nos auditeurs? Ça peut même être des films, François. Vraiment des objets culturels finalement qui stimulent les commerciaux et la vente. Alors j'en ai un, c'est ma Madeleine de Proust. Je vous le conseille à tous. Parce que comme tu le sais, je suis d'origine italienne et en plus c'est une écrivain d'origine italienne aussi, de Sicile comme mes parents. Et ça s'appelle L'Amandière et l'écrivain c'est Simonette Agnello. Je vous le conseille. Moi, ça me rappelle, ces descriptions me rappellent ma Sicile. Et donc voilà, celui-là, je vous le conseille. Ça te dépayse.
Ça, oui, ça me fait du bien, ça me fait vraiment de bien et ça me donne beaucoup de chaleur. Et puis il y en a deux qui sont deux récents, du moins en tout cas deux livres qui sont assez modernes, qui m'inspirent. Le premier c'est Game Changer de Neil Shusterman Bien sûr. et le deuxième c'est La règle, pas de règle de Reed Hastings. Je l'ai déjà entendu, mais pas dans un podcast de vente, donc je suis très content que tu nous le donnes. Je vais le mettre en description de l'épisode comme d'habitude. Merci beaucoup François. Je prends le mot de la fin si tu me le permets, mais merci beaucoup vraiment pour tous tes conseils. Et cet épisode, je trouve exhaustif à nouveau. Je te remercie d'être venu à nouveau sur les contenus Up To. Pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout, d'abord, merci. Et ensuite, si vous êtes sur Apple Podcast ou Spotify, je vous invite à nous mettre un commentaire, un retour et une note. N'hésitez pas aussi à nous dire sur LinkedIn si vous avez d'autres idées de thèmes ou d'invités à nous suggérer. Et je vous dis à dans 2 semaines et vive la vente.